Alors, on va voir maintenant la suite des opérations non basiques qu'on va créer en suivant la liste des opérations qu'on avait vues pour les tableaux partiellement remplis et pour les listes simplement chaînées. Et donc, une fois de plus, je vous demande de deviner à l'avance les complexités qu'on va obtenir pour les algorithmes qu'on écrira dans la suite de cette vidéo. Donc, on compte en fonction de n, qui est le nombre de maillons de notre liste doublement chaînée. Et donc, je vous demande de mettre pause et de deviner, pour chacune des 3 opérations qui sont écrites ici, le temps d'exécution, donc la complexité temporelle. Voilà, je suppose maintenant donc, que vous avez choisi. Donc, si on demande d'ajouter une valeur à la fin d'une liste doublement chaînée, quel est l'ordre de grandeur de la complexité temporelle? Eh bien, ça va nous prendre un temps linéaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est bien obligé de faire un parcours de liste pour atteindre le dernier maillon de la liste et pouvoir le chaîner au nouveau maillon qu'on va créer et qui va être le nouveau dernier maillon. Pour supprimer un maillon dont on connaît l'adresse, eh bien, ça se fera un temps constant. Donc, puisqu'on connaît l'adresse du maillon, on peut directement y accéder et on verra qu'on peut régler tous les liens qu'il faut en temps constant. Et pour rechercher l'adresse d'un maillon contenant une certaine valeur cible X, eh bien, ça va prendre un temps linéaire puisqu'on est obligé de faire un parcours de liste pour chercher notre cible. Alors, voici l'opération que je veux faire maintenant. Je veux insérer un élément à la fin d'une liste en gardant l'ordre des éléments. Donc, imaginons que j'ai une liste lit comme ça, donc visiblement qui a 2 maillons, et je vais ajouter la valeur 12 à la fin. Donc, je fais un petit dessin pour réfléchir, ce qui va m'aider à écrire mon algorithme. Donc, je crée un nouveau maillon, j'écris la valeur 12 dans sa partie data, et ensuite, il faut que je règle les liens pour que ma liste soit de nouveau correctement chaînée avec ce nouveau maillon. Et donc, il va falloir que je règle ce champ suivre pour qu'il pointe sur M, et le champ précédent de M pour qu'il pointe sur l'ancien dernier maillon. Donc, le problème, c'est que je ne peux pas directement accéder à ce dernier maillon de la liste. Je ne sais pas où il est rangé dans la mémoire. Donc, je suis obligée de faire un parcours de ma liste doublement enchaînée avec, donc, comme d'habitude, une adresse de maillon court qui parcourt toute la liste. Et quand je suis arrivée à la fin, donc, je pointe sur mon dernier maillon actuel et je vais pouvoir le relier à grand M. Alors, donc maintenant, je peux écrire mon algorithme. Donc, c'est une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle ajout de fin, qui prend en argument une liste doublement enchaînée lit et la valeur qu'on veut insérer. Donc, on réserve la mémoire pour notre nouveau maillon, qu'on appelle grand M. On va supposer, pour simplifier, que la liste n'est pas vide, puisque sinon, dans ce cas-là, on aurait eu intérêt à utiliser ajout de début, qui, elle, était faite pour gérer tous les cas, y compris les cas où la liste était initialement vide. Donc ça va simplifier un petit peu notre procédure ajout de fin. Donc je range la valeur dans la partie data de grand M et je m'apprête à faire un parcours de liste. Donc je crée une variable maillon court de type adresse que j'initialise à l'adresse qui est l'adresse de début de ma liste. Et donc là, je veux faire en sorte de tomber à la fin de mon parcours de liste pile sur le dernier maillon. Donc je dois continuer tant que je ne suis pas sur le dernier maillon. Ça se dit tant que le champ suivant du maillon court est différent de -1. C'est bien à ça qu'on reconnaît si le maillon est le dernier de la liste ou pas. C'est est-ce que son suivant est une vraie adresse de maillon ou bien si son suivant c'est l'adresse fictive -1. Donc à chaque étape, je me contente juste d'avancer d'un maillon, donc d'aller au maillon suivant. Et donc quand je sors, je suis sûre que adresse maillon court.suive est égal à -1, donc je suis sur le dernier maillon. Donc je peux lui dire que son nouveau suivant, c'est l'adresse de M, et je peux dire à M que son maillon précédent est rangé à l'adresse du maillon en cours. Je compte la complexité, donc j'identifie les appels à adresse de maillon A et les écritures et lectures dans des champs. Donc j'en ai 2 avant ma boucle. Ensuite, à chaque itération, je vais lire dans le champ suivant ici, ça me coûte une opération, et je vais lire dans le champ suivant ici, ça me coûte également une opération. Donc j'ai 2 opérations que je répète pour toutes les itérations qu'il me faut pour accéder au dernier maillon. Donc je vais faire n-1 passages là-dedans. Et à la fin, j'ai 3 opérations avant de quitter ma fonction. Donc au total, ça me fait 2 plus 2 fois n-1 plus 3, et donc ça me donne une complexité linéaire, donc de l'ordre de grandeur grand O de n. Alors maintenant, une nouvelle opération, je veux supprimer un maillon d'une liste lorsqu'on connaît l'adresse du maillon à supprimer.
Alors si vous vous souvenez, dans les listes simplement chaînées, on avait besoin de savoir l'adresse du maillon à supprimer, mais aussi et surtout l'adresse du maillon précédent, puisqu'il fallait modifier le lien du maillon précédent pour court-circuiter notre maillon qu'on supprime, et à partir d'un certain maillon, on ne pouvait pas remonter au précédent. Voilà, justement, on est dans une liste doublement chaînée, donc il nous suffit du maillon, l'adresse du maillon qu'on veut supprimer, on pourra bien remonter à son maillon précédent, en allant lire dans son champ prec. Donc, du coup, on veut supprimer dans la liste lit, par exemple, le maillon à l'adresse 304, donc en fait c'est celui-ci. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le court-circuiter, c'est-à-dire qu'il faut que celui-ci considère comme maillon suivant celui-là, et que celui-là considère comme maillon précédent celui-là. Donc comme on a un pseudocode, on ne va pas ensuite utiliser d'instructions spécifiques pour libérer la mémoire. Donc on va juste supposer que comme grand M n'est plus lié dans ma liste libre, on va faire comme si il avait disparu. Attention, si vous êtes en train de programmer en C par exemple, il faut bien penser à libérer la mémoire du maillon que vous avez supprimé. Et donc, comme pour une liste simplement enchaînée, l'ordre des autres éléments est conservé sans aucune complication. Donc ça, c'était une différence avec les tableaux partiellement remplis, pour lesquels il fallait refaire le décalage pour ne pas laisser de cases vides au milieu. Donc c'est un avantage des listes. Alors, du coup, comment est-ce que je fais pour court-circuiter ce maillon que je veux supprimer? Donc j'écris une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle supr, qui prend en argument une liste doublement enchaînée et l'adresse du maillon à supprimer. Donc, alors, il faut qu'on fasse attention quand même, parce que si le maillon à supprimer est le premier de la liste, c'est pas tout à fait les mêmes opérations qu'on doit faire. Donc on va vérifier si le maillon supprimé n'est pas rangé à l'adresse lit.début, donc si c'est pas le premier maillon, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il faut que j'aille régler un lien, c'est-à-dire le maillon que je veux supprimer, point près, c'est-à-dire je vais au maillon d'avant, et point suivre, je vais écrire dans le champ suivant du maillon qui précède le maillon que je veux supprimer. Et donc, il faut que je lui dise que son nouveau suivant, c'est plus le maillon que je veux supprimer, c'est le maillon qui suivait celui que je supprime. Et donc, quand je suis dans mon sinon, ça veut dire que je suis en train de supprimer le premier maillon. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe à gauche de mon premier maillon, c'est directement lit.début. Et donc, c'est cette adresse lit.début que je dois régler au maillon qui suit celui que je supprime. Donc là, j'ai réglé en fait le lien qui est à gauche du maillon que je supprime. Et maintenant, il faut aussi que je règle le lien du maillon qui est à droite. Donc pour ça, il faut que je vérifie si le maillon que je supprime était le dernier de ma liste ou pas. Donc si oui, eh ben, j'ai rien à dire au maillon d'après, puisqu'il n'y a pas de maillon d'après. Donc je vérifie si maillon à supprimer, point suivre différent de -1. Donc si mon maillon à supprimer n'est pas le dernier de la liste, eh bien il faut que j'aille dire au maillon qui suit que son nouveau précédent, ce n'est plus le maillon que je supprime, mais c'était le maillon qui était avant le maillon que je supprime. Voilà, donc pour bien comprendre ça, il faut avoir en fait à côté les dessins des liens et des maillons qui étaient sur le slide précédent. Donc je vais compter la complexité. Donc j'identifie les lectures et écritures dans des champs et les appels à adresse de. Et donc ici, si je compte, j'ai une opération, deux opérations, 3, 4, puisqu'en fait je vais d'abord lire dans le champ précédent et écrire dans le champ suivant, donc ça me coûte 2 opérations. Ici j'en ai 2 sur cette ligne, une lecture et une écriture. Une lecture ici, ici j'ai une lecture et une écriture dans prec, et une lecture, et donc au total, dans le pire des cas, alors ici je passe pas dans les deux blocs, puisque c'est un si ou un sinon, donc dans tous les cas, je paye 1 ici, et si c'est vrai, je vais payer 3 de plus, et sinon je vais payer 2 de plus. Donc le pire cas, c'est quand je paye 1 et 3 de plus, donc je suis à 4. Ensuite, je vais faire ceci, ça me fait 5. Et dans le pire des cas, je vais exécuter la suite, et donc 6, 7, 8. Donc au pire, ça me coûte 8 opérations élémentaires, donc ça me coûte bien un temps constant pour supprimer un maillon dont je connais l'adresse. Et enfin, la dernière opération, c'est la recherche de l'adresse d'un maillon qui contient une certaine valeur cible. Et on va dire que si aucun maillon ne contient cette valeur, la fonction devra renvoyer -1 à l'adresse fictive. Donc ce sont les mêmes spécifications que pour les listes simplement chaînées. Donc par exemple, si j'ai une liste doublement chaînée ici, que j'appelle lit, et que je veux rechercher l'adresse du maillon qui contient la valeur 12, et bien la valeur 12 elle est stockée ici, et donc c'est à l'adresse 56. Donc il faut que j'identifie ce maillon-là pour envoyer l'adresse 56.
Alors ici, c'est pas spécifié qu'est-ce qui se passe si la valeur cible que je cherche est dans plusieurs maillons. Donc ça veut dire que je suis libre de renvoyer l'adresse de n'importe quel maillon qui contient ma cible. Alors donc, je vais faire un petit dessin pour voir comment est-ce que je trouve que c'est ce maillon-là à l'adresse 56 qui contient la valeur 12. Et bien en fait, je dois faire un parcours de ma liste. Donc je vais avoir un maillon court qui pointe au début sur le premier maillon. Et à chaque étape, je vais regarder si le maillon court contient ma cible. Donc contient 15, est-ce que c'est égal à ma cible 12? Non, donc je vais au maillon suivant. Est-ce qu'il contient ma cible 12? Ben non, puisqu'il contient 5, donc je vais au maillon suivant. Est-ce qu'il contient ma cible 12? Oui. Donc là, je vais pouvoir renvoyer l'adresse de mon maillon court, c'est-à-dire 56. Alors voici comment j'écris mon algorithme, qui en fait est identique à l'algorithme que j'avais de recherche de cible dans une liste simplement enchaînée. Donc c'est une fonction qui s'appelle recherche adr, qui prend en argument une liste doublement enchaînée li et un nombre qui est ma cible, et qui va envoyer une adresse qui sera donc soit l'adresse d'un maillon de ma liste qui contient la cible, soit l'adresse fictive -1. Donc je me prépare à faire mon parcours de liste avec un maillon court que j'initialise pour pointer sur le premier maillon. Et donc tant que je ne suis pas sur une adresse fictive, eh bien je vais lire ce qu'il y a dans le champ data du maillon court. Si c'est égal à la cible, j'ai trouvé ma cible, donc je renvoie l'adresse du maillon court. Et sinon, je continue, à savoir, je vais au maillon suivant. Et donc je continue ainsi de suite, jusqu'à soit trouver ma cible, et donc je quitte ma fonction avec ce renvoyé qui est là, soit le temps que la condition devient fausse au bout d'un moment, et donc ça veut dire que j'ai parcouru toute ma liste. Là j'ai dépassé le dernier maillon, je suis arrivé à l'adresse fictive qui est le suivant du dernier maillon, et j'ai pas trouvé ma cible, donc je renvoie -1. Et en termes de complexité, j'ai une opération avant le début de ma boucle, et j'ai deux opérations, donc deux lectures dans des champs, à chacune des n itérations au pire de ma boucle. Donc ça me coûte bien au total un temps qui est linéaire en n, le nombre de maillons de ma liste. Alors pour récapituler, donc c'est le tableau qui ressemble au tableau qu'on avait sur les types de données qu'on a vu précédemment. Donc les opérations élémentaires de maillons doublement enchaînés et de listes doublement enchaînées sont récapitulées ici. On peut les déclarer réservés de la mémoire, et on décidera que ça nous coûte 0 opération, même s'il serait plus correct de compter un nombre constant d'opérations. Ça simplifie un petit peu le décompte. Ensuite, à chaque lecture ou écriture dans un champ data, suive ou prex d'un maillon doublement enchaîné, ça me coûte une opération. J'y accède avec cette syntaxe-là, à condition que grand M soit une variable de type maillon doublement enchaîné. Je peux lire et écrire dans le champ début de ma liste avec cette syntaxe, ça me coûte une opération, et je peux accéder à l'adresse d'un maillon ou un maillon dont je connais l'adresse, et ça me coûte à chaque fois une opération. Remarquez que, en fait, comme je fais l'abus de notation, ceci n'apparaît pas toujours explicitement, et donc quand elles n'apparaissent pas explicitement, en fait je ne les compte pas, donc c'est un petit abus de comptage, mais ça ne change pas les ordres de grandeur. Et ensuite, on a fait donc notre catalogue d'opérations utiles à partir d'une série d'opérations basiques. Donc pour calculer la taille de la liste, ça nous coûte un temps linéaire. Pour accéder à la valeur de tête, c'est-à-dire la valeur qui est dans le premier maillon, ça me coûte un temps constant. Pour accéder sinon à la valeur d'un autre maillon, d'indice i voulu, ça me coûte un temps qui est proportionnel à i voulu, donc dans le pire des cas, ça me coûte un temps linéaire en n. Ajouter à la fin, ça me coûte un temps linéaire puisque je dois parcourir toute la liste pour tomber sur le dernier maillon pour régler les liens correctement. Ajouter au début, par contre, ça se fait en temps constant. Supprimer un maillon dont je connais l'adresse en gardant l'ordre des autres maillons, ça se fait en temps constant. Et rechercher l'adresse d'un maillon qui contient une certaine cible, ça se fait en temps linéaire. Et donc pour récapituler, en fait les opérations qu'on a vues dans ce chapitre-là, sur les listes doublement enchaînées, et ça tombe sur des opérations qui à chaque fois ont le même ordre de grandeur de complexité que sur les listes simplement enchaînées. Et donc j'ai remis ici donc, la colonne de complexité pour une liste simplement enchaînée ou doublement enchaînée, et ici la complexité pour un tableau partiellement rempli. Et donc on voit que un tableau partiellement rempli est plus efficace pour accéder à la taille plutôt qu'une liste, et pour insérer à la fin, mais par contre il faut bien qu'il y ait une case de libre dans le tableau, sinon je ne peux pas insérer à la fin. Voilà, contre un temps linéaire dans les listes.
Pour accéder à la IM valeur, ça coûte toujours une seule opération pour un tableau, alors que dans une liste, ça coûte un temps constant pour le premier, mais un temps sinon plus élevé, en tout cas proportionnel à I, pour accéder au IM maillon. Pour insérer au début ou supprimer en gardant l'ordre, eh bien, ce sont les listes qui sont les plus performantes. Et en plus, dans une liste, on peut toujours insérer au début, alors qu'un tableau partiellement rempli, non seulement ça coûte un temps linéaire, mais en plus, il faut qu'il y ait une case de libre. Et pour rechercher une cible, par contre, dans les deux cas, ça coûte un temps linéaire, puisqu'on est obligé de parcourir toute notre structure de données pour voir si on trouve notre cible.